C'est une lutte pour le contrôle des cerveaux, hein. In fine, c'est savoir quel contenu va rentrer dans la tête des gens et comment on va avoir suffisamment de masse, d'audience, pour faire penser les gens d'une façon ou d'une autre. C'est une guerre cognitive qui est en train de se jouer. Bonjour à tous et à toutes, ici Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef de Libremédia. Aujourd'hui, on revient sur le bilan, enfin un bilan avec Alexis Poulain, qui est un journaliste français bien connu. Alexis vient au Québec d'ailleurs pour deux conférences qu'on tient à Libremédia le 12 et le 15 décembre. On est très heureux de faire venir M. Poulain au Québec. Donc bonjour Alexis. Bonjour, merci. Donc, bon, je passe de Alexis à M. Poulain, peut-être que ça va se stabiliser. Comme tu Euh, veux. donc c'est ça, ben, on revient en particulier aujourd'hui sur le rôle des médias, finalement, dans cette Mmh. campagne électorale américaine qui se termine aujourd'hui. On ne sait pas exactement si on va avoir les résultats aujourd'hui même, le 5 novembre. On est à l'heure où on se parle, on est le 5 novembre. Au matin, au Québec, c'est le soir en France. On ne sait pas si, bon, évidemment, est-ce qu'il va y avoir des contestations. On sait que c'est extrêmement serré. Ça va être le rôle, les fameux États pivots, hein, évidemment, qui vont faire pencher la balance en faveur d'un ou de l'autre candidat. Donc, qu'est-ce qui vous frappe, vous, Alexis, d'abord, avec votre regard extérieur là, européen, mais surtout français? Qu'est-ce qui vous a marqué d'abord concernant le rôle des médias dans cette campagne électorale? Bah, c'est que, c'est vraiment exacerbé, on voit, d'un côté ce qu'on appelle les legacy médias, les mainstream médias historiques, télé, journaux, radio, qui ont pris position sans le dire, pour certains pour Kamala Harris, et de l'autre côté, Trump qui a fait campagne grâce, à Elon Musk qui a racheté la plateforme X, Twitter. Et où là, on voit la force militante en fait, et une campagne d'un nouveau genre où finalement, Trump a préféré, faire campagne sur X, faire campagne auprès des vrais gens avec des grands meetings et aller, discuter avec des podcasteurs, des gens qui créent du contenu et qui sont pas sur les grands médias. Il y a eu, un débat, qui a été fait sur NBC, il me semble. Et du côté, démocrate, eh ben, on compte sur Hollywood, hein, c'est la machine, avec les stars, Lady Gaga, Cardi B, Taylor Swift et cetera. C'est très déconnecté, en fait, des gens, d'une certaine façon. Et il y a quand même, un fait majeur dans cette campagne, c'est que les journaux qui autrefois prenaient position pour le candidat démocrate, comme le Washington Post, qui appartient maintenant à Jeff Bezos, ne l'ont pas fait. Donc je pense que Jeff Bezos n'est pas dupe, qu'il veut surtout pas, se mettre Trump à dos au cas où celui-ci gagnerait, qu'il n'est pas démocrate du tout dans ses votes à mon avis et donc qu'il a poussé son journal à revenir à une indépendance qui existait dans les années 60, hein. C'est assez récent que ces journaux, prennent position pour un candidat démocrate. Donc 2 façons de faire campagne très différentes, du fait de la personnalité des candidats, mais aussi du fait de la sociologie des électeurs aussi. Je pense que c'est important pour Trump de dire qu'il va aller parler, au man in the street, à l'américain moyen qui est celui qui doit voter pour lui, alors que Kamala parle aux élites urbaines d'une certaine façon, à ceux qui croient encore à Hollywood, et c'est ça c'est ça que j'ai vu moi personnellement dans cette campagne. On va revenir peut-être sur le point de bascule. Bon, les entrevues accordées à Joe Rogan, qui est manifestement Ouais, un point de rupture on va d'un monde médiatique à l'autre, finalement. ouais. Mais est-ce que c'est pas paradoxal, finalement, Alexis Poulain, que ce soit la droite qui est censée être la plus traditionnaliste et qui est censée être le courant le plus traditionnaliste, le plus conservateur, qui finalement utilise les moyens les plus avant-gardistes, finalement, pour rejoindre ses électeurs. Donc, il y aurait une époque où on aurait pu penser que c'était plutôt la droite qui s'appuyait sur les grands médias, les institutions, alors que la gauche, bon, faisait peut-être preuve d'un peu plus d'innovation. La gauche est censée être, bon, c'est censé être la gauche qui est censée être à l'avant-garde du progrès, Oui, je des pense. nouvelles formes de créativité, etc. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal quand même que ce soit la droite qui utilise ces moyens de communication innovants, finalement? Alors, je dirais pas paradoxal parce qu'entre-temps est passée, la révolution, culturelle des années 60. On a vu le marxisme un peu partout dans les universités et cetera. Donc, il y a eu, par la suite une prise de pouvoir culturelle, en fait, de la gauche, y compris dans les grands médias. Donc c'est normal que la droite aujourd'hui,
le camp républicain se retrouve à utiliser ces moyens-là parce qu'aussi, il y a une prise de conscience. C'est-à-dire que la campagne de Trump, la première campagne de Trump a permis aussi de prendre conscience du mur, qui existait, et donc et les il y a eu aussi ce moment terrible de la crise sanitaire qui a été une crise totalitaire en fait, où on a vu, les plateformes, qui censuraient les vidéos, sur des bases totalement fallacieuses, où on a vu des professionnels de la santé, des professeurs, émérites et cetera, qui étaient traités comme des complotistes parce que simplement ils remettaient en cause la propagande officielle et donc ça, je pense que Pour vous, c ça a joué encore, la crise sanitaire, dans cette élection bien sûr, 2024 aux États-Unis, même dans si le au fait Québec, que ouais. Dans le fait qu'il y a plus de confiance dans ces médias qui ont menti, qui ont censuré. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un mouvement de fond, qui est en train de prendre le dessus, de perte de confiance dans les institutions, que ce soit les institutions politiques, on ne fait pas confiance aux politiques, les journalistes, on ne fait pas confiance aux journalistes officiels parce qu'ils ont menti pendant le covid, parce qu'ils ont couvert, les effets secondaires et cetera. Et puis, les tous ceux qui ont la parole officielle en réalité. Donc c'est ça, le mouvement de fond. Après la limite de ça, c'est que les plateformes continuent la censure. Je parlais de la censure de Twitter qui a été monumentale lors de l'élection de Joe Biden. Sur l'affaire Hunter Biden notamment, Twitter avait censuré l'affaire, qui est un scandale d'État, hein, de l'ordinateur portable du fils de Joe Biden. Là, Elon Musk rachète Twitter pour la liberté d'expression, très bien, mais que fait Google avec, YouTube? Bah, ils ont, en quelque sorte invisibilisé dans la recherche l'interview de Donald Trump avec Joe Rogan, dont tu parlais. Et il a fallu une levée de bouclier parce qu'il y a tellement de vues, tellement de monde qui ont protesté pour que l'interview puisse être revue. Une interview à 35 millions de vues, je crois. Enfin, c'est quelque chose d'énorme. Mais quand même, le premier réflexe de la plateforme, c'était de censurer. Et on voit le pire, c'est Meta, du Facebook, Instagram, etc. Alors Meta, en termes de censure politique, c'est ce qui se fait de pire. Et Mark Zuckerberg continue, hein, cette censure politique, quelle qu'elle soit, parce qu'il a peur en fait de faire fuir les annonceurs à partir du moment où on va parler politique. Donc il faut saluer effectivement le fait que Elon Musk ait eu cette idée d'acheter à un prix fou, hein, Twitter pour en faire un outil de campagne. Hein. C'est pas non plus Ouais, d'ailleurs, on seulement. pourrait vous poser la question. On va revenir en passant, je le souligne d'entrée de jeu, on va revenir sur toutes ces transformations-là du monde médiatique, justement les 12 et 15 décembre au Québec pour les gens pour les auditeurs au Québec. N'hésitez pas à prendre vos billets. Donc, ça va être un moment assez exceptionnel avec 5 panélistes, 2 Français et 3 Québécois. Donc, toutes les informations sont disponibles finalement dans les descriptions, etc., des vidéos. Mais justement, Mark Zuckerberg, Alexis Poulain n'avait-il pas fait son mea culpa quelques jours après d'ailleurs Si, l'arrestation de Pavel Durov dans des circonstances encore un peu floues? On pourrait revenir d'ailleurs, ça m'intéresserait de vous entendre là-dessus, plutôt dans le cadre des conférences sur l'arrestation de Pavel Durov ouais. en France. C'est quelque chose qu'on a couvert à Libre Média. On a eu plusieurs intervenants sur la question. C'est assez louche, comme on dit au Québec. Donc, Oui. Mark Zuckerberg n'avait-il pas, Alexis Poulain quand même, fait un aveu, c'est-à-dire il avait dit que il Oui. regrettait finalement d'avoir participé à cette censure covidienne durant la crise sanitaire. Et donc, ça pouvait quand même être interprété, il me semble, comme un avertissement lancé aux démocrates, alors que Zuckerberg, on le sait, est démocrate normalement. Oui, clairement, il a fait ce mea culpa, mais tardif, parce qu'il a vu Oui, ça, c'est sûr. la fuite des utilisateurs aussi, hein, de manière très pragmatique en disant: «Oui, j'aurais pas dû faire ça, je suis désolé». Il a obéi à des ordres de censure, qui venaient des autorités. Il continue de le faire d'une certaine façon, quand je dis que Meta est très frileux sur le contenu politique, c'est il ne pousse pas les contenus politiques, il essaye de les cacher un maximum. Ce qu'il faut, c'est voir du divertissement, des influenceurs qui vendent des produits et cetera, et il s'est fait prendre à son propre jeu d'une certaine façon parce que arrive dans la campagne l'euthanasie de l'écureuil Peanut, qui est du contenu, hein, qui était énorme, hein, sur, voilà, un petit écureuil adopté et là, il se trouve que les autorités de New York décident d'euthanasier l'écureuil pour soupçon de rage et ça a créé une levée de boucliers, donc c'était politique. L'euthanasie de Peanut a été un moment politique et c'est important parce que c'est peut-être ça aussi qui va jouer dans l'élection. Et on peut pas tout censurer tout le temps. C'est qu'à un moment, il faut que ces plateformes se rendent compte ce qu'elles font est dangereux. Moi, je vais être en procès contre Twitch, j'en parlerai, hein, quand on aura les conférences au Québec, parce qu'on aura déjà eu une audience. Et là, en ce moment, je suis en train de préparer des dossiers, parce que ma chaîne sur Twitch a été censurée de manière honteuse. On ne m'a jamais donné la vraie raison de cette censure.
4 raisons différentes, voilà, mais l'idée c'est de dire que les plateformes sont dangereuses dans le sens où elles choisissent, de censurer ou non, de mettre en avant un contenu ou pas et donnent une certaine illusion de la liberté d'expression, mais elle est quand même très encadrée et alors c'est encore pire évidemment quand on monte dans les legacy médias où là c'est, des gens qui sont là pour avoir une doxa, pour tenir un discours et dire: «Attention, il faut surtout pas déborder du cadre parce que ce serait complotiste, parce que poser des questions, c'est mal, hein. Il faut pas penser par soi-même, c'est très dangereux de penser par soi-même. Mais personne pense par soi-même. Si les gens cherchent en fait, un accès à l'information. Il faut savoir que l'information, c'est le pouvoir, hein, c'est une arme. C'est ce qui se passe dans les salles de marché, c'est ce qui se passe, dans les comex, au top des entreprises, c'est ce qui se passe partout. Il faut être informé pour avoir le pouvoir et on veut en fait enlever cette information, aux populations ou du moins la tronquer. Moi, je compare ça à la malbouffe, en fait. C'est-à-dire que, il y a Kennedy, Robert Kennedy qui fait campagne pour, MAHA, Make America Healthy Again, hein, sur la santé, importante, notamment dans la nutrition. Bah, il y a la malbouffe qui rend obèse et il y a la malinformation qui rend stupide, hein et cette malinformation, elle est organisée par des industriels de la malinformation et je ne parle pas de Le désinformation. complexe industriel de la censure aussi qui a été évoqué par des Exactement, Jordan Peterson, Elon Musk, etc. exactement, Donc, exactement. c'est un thème qui est apparu durant cette campagne présidentielle Complètement, aussi. complètement et c'est la force de Trump de révéler ça et de dire: «On n'a pas accepté ça et on doit lutter, contre ça». Enfin, c'est pas seulement aux États-Unis, hein. Je veux dire, aux États-Unis, c'est paroxystique parce que c'est vraiment, visible et caricatural, mais en France, c'est assez similaire. Au Canada, vous avez eu les mêmes problèmes. Donc, c'est partout où on a, des enjeux de pouvoir eh bien, on va avoir un intérêt, pervers sur l'information qui dévoie en fait, à la fois la charte de Munich pour certains journalistes qui ne font plus leur travail correctement et puis, une censure de la part des autorités qui est terrible et qui emmène vers une société du contrôle, que moi je combats, de manière permanente. Oui, oui. Il y a quand même en France, plus qu'au Québec, une liberté de ton, bon, qui est liée évidemment à l'histoire intellectuelle de la France. Vraiment, Mmh. reste quand même un foyer finalement d'idées, là, un carrefour quand même assez important là, sur le plan des idées, etc. Malgré un certain déclin français, moi, j'aime toujours aller à Paris quand même parce que ça reste qu'il y a quand même des plateformes bon, plus indépendantes maintenant peut-être que mainstream qui permettent un débat qui est quand même plus libre qu'au Québec. Je reviens à Mmh. Zuckerberg, puis je rappelle aux auditeurs que vous êtes le cofondateur du Monde Moderne, donc qui est un média indépendant. C'est pour ça aussi qu'on vous fait venir au Québec. C'est oui, bon, d'abord, vous êtes très connu et vous êtes une figure de proue finalement de ces médias indépendants qui émergent Mmh. en France. Donc, c'est ça le but des conférences, c'est de faire débattre 5 figures de proue des médias indépendants en France et au Québec. Donc, je reviens à Zuckerberg. Est-ce qu'il n'a-t-il pas eu peur, finalement, après l'arrestation de Pavel Durov? C'est-à-dire, on se retrouve quand même devant des États, des gouvernements qui cherchent, bon, vous l'avez dit, vraiment à contrôler le message. Et Zuckerberg, quand il voit un de ses confrères, finalement, là, un Pavel Durov, qui est finalement quand même dans une position qui ressemble à la sienne, c'est-à-dire ce sont finalement des cerveaux un peu pas de la Silicon Valley, parce que Pavel Durov n'en est pas issu, mais bon, ce sont des gens issus finalement sont des acteurs des nouvelles technologies, des nouvelles, bon, de ce monde en émergence. Et donc, il voit finalement un confrère qui est arrêté qui n'est plus en sécurité quand il revient chez lui en France parce que Pavel Durov a un passeport français. Donc, est-ce que Ouais. les grands acteurs est-ce que Elon Musk, Zuckerberg et compagnie doivent avoir peur maintenant depuis l'arrestation de Pavel Durov pour leur propre sécurité, leur propre liberté de circulation dans le monde? Alors, je pense qu'ils ont déjà peur. Enfin, Elon Musk parlait de sa sécurité en disant qu'il a une sécurité d'un chef d'État, hein. Il sait très bien que c'est une personne, menacée, hein. Donc, déjà, il y a cette conscience-là. Maintenant, effectivement, l'arrestation de Pavel Durov, alors qu'il avait un passeport français en France sur des, fallacieux, enfin des motifs, bon, qui peuvent être réels sur la lutte contre la pédocriminalité, c'est louable, on ne va pas dire non, évidemment. Mais pourquoi arrêter le fondateur de la plateforme? C'est pour faire du
du blackmail. Enfin, c'est en quelque sorte pour dire: «Voilà Coco, maintenant tu vas nous faire, exactement ce qu'on te demande, sinon on va t'emmerder, on va te foutre en tôle». Donc c'est pas des façons, c'est des façons brutales de faire et je pense que ça a inquiété évidemment les propriétaires de plateformes. De se dire: «Mais à partir de ce moment-là, ça veut dire que, on est responsable de tout». Mais alors, que dire des fournisseurs d'accès internet? Que dire de chacun fait des efforts, hein, déjà sur la censure des contenus illégaux, sur, aussi la collaboration avec les autorités sur cette lutte contre les trafics, en tout genre. Mais à un moment, il y a cette question de la, qui va au-delà. Sur l'arrestation de Pavel Durov, je pense qu'il y avait autre chose, sur notamment l'utilisation de Telegram, dans le cadre de la guerre d'Ukraine, par les troupes russes et il y avait, aussi des demandes de renseignements de ce côté-là, je pense. Ouais, ouais, ouais. Et quant à Musk, bon, vous l'avez dit, bon, c'est quelqu'un qui a utilisé X effectivement comme, comme moyen de diffusion des idées du Parti républicain, là, pour le dire, bon, avec un euphémisme, disons. Là. Est-ce que Musk est allé trop loin, selon vous, dans la partisanerie sur sa propre plateforme? Parce qu'il est arrivé, il a voulu d'abord rééquilibrer Ouais. les choses. Bon, donner la parole aux deux camps de la même s'arranger pour que les algorithmes favorisent les deux camps de manière relativement équitable. Donc, est-ce que Musk en fait trop là, en appuyant aussi ouvertement? Bah, c'est son droit de citoyen de faire campagne pour, Donald Trump, sans compter qu'il a quand même, des intérêts directs, avec l'État américain, notamment dans les vols spatiaux. Donc, il y a beaucoup enfin, Musk fait ce qu'il veut. Le fait qu'il ait racheté la plateforme, qu'il ait le plus de followers, qu'il ait une telle visibilité et qu'il fasse campagne pour Trump, c'est légal. Maintenant la question effectivement, c'est, ça va être utilisé par le camp démocrate pour parler d'une propagande démesurée, d'un risque en fait, pour la démocratie et cetera. On l'a déjà vu, hein, Musk a été interdit, enfin X a été interdit au Brésil, par un juge. Il s'est plié, ensuite aux décisions de justice pour que la plateforme, ouvre à nouveau. Il y a eu plein d'accusations, en France notamment, sur, des discours de haine non modérés, des discours antisémites, et cetera. Il y a eu des efforts de fait. Enfin, je crois que Musk est assez malin pour savoir aussi ce qu'il peut faire. On a vu Thierry Breton, qui est un commissaire européen qui, a dû démissionner puisque Ursula von der Leyen l'a saqué, mais qui avait voulu, se montrer plus fort qu'Elon Musk en disant: «Attention, hein, je suis Thierry Breton, on va avec Concernant le». l'entrevue entre Musk et Trump, hein? Ouais, et tout en général en disant, de Twitter, X n'est pas au-dessus des lois, et il faudra se confronter à la censure, européenne ou mourir en quelque sorte. Donc il y a cette attaque aujourd'hui, clairement, une lutte entre, les multimilliardaires, les propriétaires de médias et de plateformes, les États qui veulent et c'est une lutte pour le contrôle des cerveaux, hein. In fine, c'est savoir quel contenu va rentrer dans la tête des gens et comment on va avoir suffisamment de masse, d'audience, pour faire penser les gens d'une façon ou d'une autre. C'est une guerre cognitive qui est en train de se jouer, et elle se joue différemment parce que justement les médias traditionnels sont en perte d'audience catastrophique, que ce soit la télévision, que ce soit les journaux, que ce soit la radio. La radio tire encore un peu son épingle du jeu, mais les audiences ne suivent pas par rapport, au renouvellement et les jeunes générations n'ont pas ce réflexe d'acheter des journaux, de regarder la télé. Donc tout est en train de se décaler sur ces plateformes et l'enjeu est énorme et c'est la transition se fait maintenant. Donc il faut être, conscient de ça. Moi, j'essaie simplement au monde moderne de faire un boulot d'information, avec, bah, de manière subjective. C'est-à-dire que les gens viennent chercher mon avis aussi sur ces sujets-là, que je vais pouvoir donner en disant après: «Faites-vous votre avis, hein, lisez, il y a des sources», donc et de faire un travail sourcé, hein, pas de désinformation. Je dis encore une fois, moi je lutte contre la malinformation et la désinformation. Je fais de l'information, éditorialisée, mais c'est de l'information. C'est vraiment pour que les gens soient conscients de ce qui n'est pas mis en avant en réalité dans l'info. Et ça, c'est un combat quotidien et voilà, c'est pour ça que je vous remercie de m'avoir invité, à Québec, pour faire ces 2 conférences, pour parler et à Montréal pour faire, ces 2 conférences sur la liberté, des médias et sur l'avenir aussi des médias parce que, c'est aujourd'hui que ça se joue. C'est une question d'audience et c'est une question de liberté, hein, vraiment. C'est-à-dire que moi, je vois là, et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans la campagne américaine, cette question sur la place du vivant, la place de l'humain, la place des libertés.
Est-ce qu'on veut une société du contrôle? Est-ce qu'on veut déresponsabiliser les gens? Ou est-ce qu'on dit: «Bah non, il est temps de faire attention, à cette espèce fragile qu'est l'humain et arrêter de jouer aux apprentis sorciers», quoi, en quelque sorte? Ouais, ouais, ouais. Croyez-vous encore, à la validité du clivage gauche-droite? C'est une question que nos auditeurs nous posent régulièrement. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup des guillemets là, quand je parle de droite et de gauche. On sait que depuis la Ouais. pandémie, les clivages ont été beaucoup brouillés. Vous, Alexis Poulain, on vous sent quand même, on vous sent proche. Vous avez une sensibilité pour le monde des travailleurs, pour les travailleurs, pour les ouvriers, etc. On sent ça dans vos interventions. Je pense pas qu'on pourrait vous qualifier d'homme de droite là, au départ. Bon. Je reviens à la Bah, campagne, on remet ça dans la campagne électorale américaine. Est-ce que le clivage gauche-droite, pour vous, fonctionne encore aux États-Unis, alors que justement des Robert Kennedy Jr., qui sont des hommes de gauche au départ, appuient maintenant des gens de droite? bah, oui, ça fonctionne en quelque sorte, mais de manière, très, marginale. On va avoir des sujets de société comme l'avortement, par exemple, qui vont faire ressortir un camp, «progressiste» entre guillemets et un camp, conservateur. Donc il y a quelques sujets où on va retrouver un affrontement. La question des migrants aussi, on va avoir, un camp, progressiste encore, mais moi aussi je mets des guillemets parce que en fait ça n'a plus rien à voir. Pour moi la lecture gauche-droite, elle permet de faire des sécessions, des de mettre en fait des segments marketing pour empêcher, une alliance populaire en réalité. Si on regarde l'intérêt de classe. Moi, là où j'ai un tropisme de gauche, c'est sur la lutte des classes, sur une lecture, néo-marxiste, de dire: «Il y a aujourd'hui des possédants, qui sont plus riches que jamais, n'a été, riche un pharaon ou un leader dans l'histoire de l'humanité, et il y a des nouveaux esclaves». Et c'est, sur la difficulté, en fait, de faire cette société-là, il faut arrêter d'être dupe et voir qu'il y a quand même, aujourd'hui la volonté, de faire en sorte que les pauvres tapent sur les plus pauvres encore, plutôt que de s'entraider et dire à un moment on doit faire quelque chose sans déposséder les multimilliardaires. Un multimilliardaire, tu lui enlèves 1 milliard, il lui en reste 99, il va pas être pauvre, il va pas être à la rue. En revanche, ce milliard-là peut faire des miracles pour certaines personnes qui, elles, sont sont dans la rue. Et puis, il y a la question de la consommation. Quand on voit les dérives des villes progressistes, notamment San Francisco, sur la drogue, On a tenu tout avec un ces... reportage là-dessus à Libre Ah oui, Média. Je renvoie nos auditeurs à ce reportage-là exceptionnel de Francis Denis. Je vous laisse continuer. bah, oui, oui, il faut le voir parce que c'est terrible. En fait, on a créé, des villes de zombies, par la consommation de drogue. Il y avait eu le scandale, McKinsey avec les opioïdes. Enfin, cette société de consommation, elle doit être remise en perspective, ce que fait Robert Kennedy aussi en disant, «Ne soyez pas des surconsommateurs, ne soyez pas dupes, il faut faire attention à vous, en fait, à votre santé». Et là, c'est pas la gauche et la droite. C'est pour moi, il y a une question fondamentale du 21e siècle, c'est celle de la liberté. L'humain, c'est quand même, l'espèce qui, a la liberté de choix dans beaucoup de choses, hein, y compris le sexe, hein, si on va aller très loin. C'est le principe. Mais justement, avec toutes les dérives transhumanistes, qu'on va pouvoir avoir et cetera, la question qui se pose, c'est finalement est-ce qu'on va pas perdre l'humain dans dans ce 21e siècle où à la fois on va contraindre la liberté individuelle et on va ouvrir toutes les libertés qui n'en sont pas en fait, en quelque sorte. Donc et donc là, je vais être plus conservateur sur certains sujets parce que pour moi, il y a un danger immédiat sur ce qu'est l'humain, vraiment, et sa liberté. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est de voir que le camp dit progressiste est un camp qui, va promouvoir la censure, qui va promouvoir, la société du contrôle via le carbone avec, maintenant c'est les eaux à faible émission. Enfin, ils trouveront toujours un truc pour t'empêcher d'avoir la libre circulation et ça, c'est pas progressiste du tout. Pas plus que, on va avoir un débat en France sur la fin de vie. C'est un débat extrêmement dangereux, où il est On a question ça au de qui. Québec, ouais. Voilà, où on peut pas, simplement, sur un slogan dire: «Ah bah, c'est très bien d'abréger les souffrances». Oui, c'est très bien d'abréger les souffrances, on le fait déjà avec les soins palliatifs, mais là, on est en train d'aller plus loin avec, en fait, un suicide, une date de péremption de l'humain et ça, il faut surtout pas rentrer là-dedans. C'est pour moi, une ligne rouge, et qui pourtant est vue par beaucoup comme un progrès. Donc c'est une vraie question et je pense que les questions sont plus de droite, de gauche, vraiment aujourd'hui. Il y en a encore, mais c'est des questions, je pense plus philosophiques, et pas de cette lecture politique du monde. Ah oui, on pourra.
On fera un peu de philosophie d'ailleurs durant nos 2 conférences à Québec, et à Montréal, le 12 décembre à Québec, le 15 décembre à Montréal. Donc cette campagne, présidentielle qui, se termine, ou qui est terminée à l'heure où les gens regardent la vidéo, comment elle a été, traitée, par les grands médias en France? C'était, Parce qu'il doit quand même avoir certains phénomènes aussi de décalage culturel, ça c'est normal. ouais. C'est évidemment même au Non Québec, mais on a de la difficulté à comprendre la société américaine dans nos grands médias, je l'ai dit souvent là, pour ceux qui me mais connaissent. Oui, c'est même pas comprendre la société américaine, c'est-à-dire c'est caricatural. En fait, vous aviez des sondages qui demandaient aux Français quel président ils préféraient et donc les comme au Français Québec. voilà et donc c'est 13% des Français voulaient Trump et le reste voulaient Kamala, mais ils savent pas de quoi ils parlent. Mais, les médias étaient totalement enfin, il y a une diabolisation de Donald Trump, qui est encore pire que le camp démocrate par les médias français, notamment les médias du service public, où là, on a eu des débats incroyables sur Trump fasciste, enfin comme faisaient les démocrates, mais où c'était pris au premier degré, alors qu'ils font pas campagne, hein, on vote pas pour le candidat démocrate ou républicain, mais tous les éditorialistes étaient vent debout contre Trump, qui est fasciste, qui est un danger pour les femmes, qui est un danger pour ci, qui est raciste, qui est nanana. Et donc, il y a un parti pris anti-Trump, mais évident, à 90%, on va dire. Donc c'est assez drôle et les gens, ben, prennent ça et donc quand on parle de Trump, à un Français moyen qui regarde la télé, il voit un démon, dangereux, une sorte de Hitler au toupet jaune plutôt qu'à la moustache, sans comprendre en fait ce que représente Trump, pour les Américains et pour l'Amérique. Enfin, c'est Reagan, hein, c'est pas autre chose. Et là, ça devient le candidat du mal et Kamala, personne ne sait en fait, hein, d'où elle vient, la carrière qu'elle a pu faire, grâce au maire de San Francisco, il me semble, et puis après, la façon dont elle a été, cachée lorsqu'elle était vice-présidente, tellement c'était calamiteux, et puis, le fait un truc qui passe pas dans l'électorat américain, c'est que c'est une traître. Elle a trahi Biden, pour lui prendre sa place, même si Biden était incapable et ne pouvait pas. Tension entre le clan, Bien Biden et le sûr. clan Harris, là, ça a Ouais, été, il y a eu, mais la fameuse bourde de Joe Biden, là, où il a traité d'ordure, bon, les électeurs de Trump, alors que c'est censé être Trump qui tient ce genre de propos. ouais, ouais, Il y a eu une mais sorte de parce sabotage à ce niveau-là, non? oui, parce qu'il y a il y a une traîtrise qui passe mal, qui fait que le camp démocrate va exploser après l'élection, même si Kamala est élue, je pense que ça va être compliqué, et parce que on l'a vu éviter en fait, hein, les médias, on l'a vu, éviter les interviews, les grands meetings, bon, il y en a pas eu tant que ça. Enfin, on sent quand même une inquiétude par rapport à la figure publique de Kamala Harris, qui est pas à l'aise, et qui est pas une candidate, faite pour ça, comme Trump est un showman, qui connaît parfaitement les médias et qui sait ce qu'il fait. Donc, si je comprends bien, vous avez eu une couverture médiatique en France très similaire à celle au Québec. Donc, Ouais, évidemment, on est souvent, raccord, c'est là hein. qu'on voit que reste que les cousins, on se ressemble, hein, malgré Ah tout. beaucoup, beaucoup. On va pouvoir en parler, de ces 2 sociétés qui, malgré tout, comme on dit au Québec, on ne retient pas du voisin, hein. Ben, Ouais. je sais pas si vous dites ça en France. Donc, ça a été, bon, Trump qui apparaît comme un personnage évidemment, diabolique. Faut dire que, moi qui suis sensible, à la réalité latino-américaine, c'est sûr que moi, personnellement, j'ai trouvé que Trump est allé trop loin souvent sur la question des migrants. Mmh. Même que je pense qu'il a dit des choses, réellement racistes. Je pense que c'est Oui, arrivé. Donc, il y a quand même beaucoup de nuances qu'il faut faire, mais, vous avez senti qu'il n'y avait aucune volonté finalement de comprendre les lecteurs moyens dans les grands médias en français. Et pourtant, on parle d'une droitisation des médias en France. C'est apparu oui, mais récemment au Monde. Bon, évidemment, il y a eu quand même CNews qui est quand même, bon, qui fait quand même une différence en France dans le sens où ça apporte quand même un peu de diversité dans le paysage. Mais c'est pour vous, ça reste très, très monolithique malgré tout. oui, ça reste monolithique, je parlais bon, globalement, c'est le service public, hein, qui était très, pro Kamala Harris, mais les médias, oui, restent quand même assez ancrés sur leur base, que ce soit sur les grandes thématiques de géopolitique. Enfin,
c'est choquant de voir comment a été traité, par exemple, le sommet des BRICS à Kazan, qui était un sommet important en termes de redéfinition des relations internationales, de la géopolitique. C'est comme si ça avait quasiment pas existé. La guerre d'Ukraine, c'est caricaturé entre les gentils et les méchants. Il y a pas de volonté d'aller dans la réalité des choses, le questionnement et les faits. Ça devient très vite, en fait, ce que je disais, c'est-à-dire une guerre cognitive. Donc il faut provoquer, des émotions chez les gens, créer un récit, les emmener vers une compréhension du réel qui n'est pas, aussi complexe qu'elle devrait être. Chaque situation est beaucoup plus complexe que ce que montrent les médias aujourd'hui. Et sur la campagne américaine, bah, voilà, c'était comme sur tous les sujets, la gentille, le méchant, quoi. Et en plus, Kamala, elle avait, encore plus de gloire parce que c'était une femme, racisée, hein, comme on dit. Donc, alors là, c'était encore mieux que ce vieillard, plein d'autobronzant, avec sa perruque jaune qui est Donald Trump, quoi. Donc, juste en terminant, vous dites le camp démocrate va imploser au lendemain de l'élection. Ouais, Comment ça je va je se les passer? je les vois pas en bonne santé. C'est-à-dire que déjà, lorsque Biden, est nominé pour, être candidat, vous avez tout le clan Bernie Sanders, c'est-à-dire les gens, beaucoup plus à gauche, hein, qui sont très déçus, qui font avec, parce que sinon ils perdent leur siège de sénateur et cetera. Donc, déjà là, il y avait une 1re faiblesse. Ensuite, Biden a été une catastrophe, et encore, il a été suffisamment protégé pour que les affaires n'explosent pas pendant son mandat, même si quelques affaires ont été poussées, hein, sur, non seulement son fils, mais l'utilisation qu'il a pu faire de sa fonction de vice-président pour faire des affaires avec la Chine notamment, pour le clan Biden. Et puis là, on voit donc avec la mise sur le banc de Biden, et la reprise par Kamala parce qu'elle est vice-présidente, mais je pense pas que c'était le choix des démocrates non plus d'avoir elle, ça va être très compliqué. Et derrière, vous avez des figures comme, Hillary Clinton, Barack Obama, qui sont toujours là à tirer les ficelles du parti et à vouloir le pouvoir d'une certaine façon. Donc, c'est un parti qui est, extrêmement, heu, divisé, et même s'ils font figure, pour les médias d'unité et de force derrière Kamala, la vérité est très différente et c'est pour ça que s'il y a une défaite de Kamala Harris, ça risque d'être effectivement une sacrée révolution pour le parti démocrate, ouais. Pensez-vous que les démocrates vont réussir à se débarrasser du clan Clinton qui, effectivement, étire les ficelles du Bah, parti, là? écoutez, à un moment, ce sera au tour d'Hillary Clinton de mourir. Voilà, donc la suite, ce sera très compliqué. Obama est, également très puissant, mais je pense que les démocrates, oui, du fait de ces échecs successifs, si jamais Kamala n'est pas, élue, il y aura évidemment une guerre de pouvoir et ce sera la fin de cette ère-là, oui, clairement. Maintenant, si elle gagne, c'est différent, mais oui. Alexis Poulain, un grand plaisir de vous avoir eu aujourd'hui pour dresser le bilan médiatique de cette élection présidentielle 2024 aux États-Unis. Donc, on rappelle aux gens qu'il y a 2 conférences sur l'avenir des médias et la liberté d'expression au Québec, à Québec, la capitale nationale, le 12 décembre, et à Montréal, le 15 décembre. Donc, dépêchez-vous, prenez vos billets. Les informations sont disponibles notamment sur notre page, la page X de Libre Média. Donc, à très bientôt, Alexis Poulain. Merci Bah, beaucoup. à très bientôt, j'espère que vous viendrez nombreux parce que j'ai hâte d'aller à la rencontre aussi des auditeurs du monde moderne, à Québec et à Montréal et puis qu'on puisse échanger au-delà de la conférence qu'on va avoir. L'idée, c'est de pouvoir dialoguer, après évidemment, et puis, bah, parler de tous ces sujets qui, en plus d'ici là, qu'est-ce qui va s'être passé? Ben oui. J'ai hâte de voir ça. Voilà. OK, à très bientôt. Merci, à bientôt.